Avec mon invitée, la réalisatrice Alice Diop. Bienvenue à vous. On est ensemble jusqu'à 13h30. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, le voyage d'Alice Diop, notre invitée. La réalisatrice a suivi la ligne du RER B, du nord-est au sud-ouest de Paris, et filmé Train de vie et visage de France. Inspirée par les passagers du Roissy Express de François Maspero, la cinéaste de 42 ans mêle à ses vies anonymes les images de sa vie à elle, l'appartement où elle a grandi, à Aulnay-sous-Bois, son père, arrivé au Mali du Mali en 1966, sa sœur, infirmière, qu'elle suit aujourd'hui. Et pourquoi ? Nous ne signifie pas les miens, tous ceux qui sont pareils que moi, mais tous ceux qui pourront être le jeu de ce nous. Tiens, éteins le contact. L'endosser, le reprendre à leur compte, en éprouver la force. Dédicace à Paname. Mets du Jacques Brel, là. Mets du Jacques Brel. Après Clichy, pour l'exemple, Les Sénégalaises et la Sénégauloise ou encore La Permanence, Nous, son nouveau film documentaire primé à la Berlinale, sera diffusé mercredi prochain sur Arte. Il est à voir dès aujourd'hui sur arte.tv. Bonjour Alice Diop. Bonjour Olivier. Bonjour. Un projet au long cours que vous signez aujourd'hui avec ce film Nous. Un projet qui a pris forme une première fois, peut-être il y a 4-5 ans, avec une première traversée de cette banlieue parisienne. On part effectivement, quand on suit la ligne du RER B, soit de Roissy pour aller vers Saint-Rémy dans la vallée de Chevreuse, soit dans un sens ou dans l'autre. Mais cette traversée-là, en tout cas, vous l'aviez déjà imaginée, notée, scriptée dans vos carnets. Avec Nous, vous aviez envie de quoi ? Envie de prendre le temps, d'écouter, de regarder. Déjà, j'ai eu envie de rendre hommage à un écrivain, un éditeur, François Maspero, à un livre qui m'a énormément marqué quand je l'ai lu il y a une vingtaine d'années. C'est un livre qui m'a marqué parce que c'était la première fois où je voyais la banlieue racontée, non pas enfermée, en tout cas dans un discours sociologique ou journalistique, mais racontée par un écrivain. Et pour moi, ça, c'était quelque chose d'hyper important. Du coup, ces lieux, ces non-lieux, ces lieux que j'avais habités, cet écrivain-là, dans la magnifique beauté de sa langue, rendait et ces lieux et ces gens remarquables. Et c'est comme si, d'une certaine manière, il nous redonnait une forme de dignité. Et c'est un livre qui a été très important pour moi. J'ai habité autour de la ligne B. Moi, j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois et à Sevres-Bedotte, donc c'est une ligne que je connaissais très intimement. Et j'ai nourri pendant très, très, très longtemps le désir d'adapter ce livre sans vraiment sans vraiment, en fait, sans vraiment savoir comment j'allais le faire. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, c'est vrai que cette tragédie que nous avons vécue, c'est-à-dire les attentats et de janvier et du 13 novembre, cette conscience en fait que j'assistais là à un moment historique, à un moment de fracture, à un moment de bascule, tout d'un coup, la démarche de Maspero est venue rencontrer en fait ce moment historique et m'a permis en fait d'interroger plus que la banlieue, plus que ce livre, quelque chose de la nécessité de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une communauté, qu'est-ce que c'est qu'un pays, qu'est-ce que c'est qu'une société. Et voilà, ça c'est arrivé en 2015. C'est-à-dire que j'ai trouvé à travers ce livre un moyen de répondre à ces questions-là que l'actualité, que ce moment historique que nous vivions auquel me renvoyait. Alors à l'image, il n'y a ni chronologie géographique, ni chronologie temporelle. Cette ligne B du RER va être votre fil d'Ariane, la colonne vertébrale de cette France que vous portraitisez dans ce film Nous. Comment vous avez choisi de vous servir de cette trajectoire-là, de cette ligne de RER, de vous appuyer sur elle pour raconter ces histoires ? La belle idée du livre de Maspero, c'est que cette ligne, cet espace géographique, en fait, traverse des mondes sociaux extrêmement variés. On passe de la banlieue des grands ensembles à la banlieue des classes moyennes dans le sud de la ligne, à la vallée de la Chevreuse qui est la banlieue plus causue. Elle traverse des zones industrielles, elle traverse toute une histoire ouvrière, elle traverse aussi des grands lieux de l'histoire de France tels que la basilique de Saint-Denis ou le mémorial de la Shoah, pour ne citer que. Donc en elle-même, elle porte quelque chose d'extrêmement métaphorique, d'extrêmement symbolique. Et
Et en plus de ça, c'est une ligne intime. C'est-à-dire que je ne pense pas que j'aurais fait exactement le même film s'il avait été question de la ligne A ou de la ligne C, où en fait c'était à la fois cette ligne métaphorique et en même temps c'est un espace personnel, c'est un espace intime. Elle vous traverse d'une certaine manière. Et effectivement, elle me aussi. traverse complètement. Elle traverse l'histoire de ma famille. Et en traversant l'histoire de ma famille, elle traverse une histoire beaucoup plus grande qui est l'histoire de la présence de ces communautés immigrées, de ces communautés ouvrières. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est ce qui a résonné très fortement chez moi, en fait, dans ce désir de faire ce film. Alors vous auriez pu commencer à la première gare, terminer à la dernière, monter, descendre. Ça, c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. C'est-à-dire que je suis partie pendant un mois, non pas avec une photographe comme le fait Maspero avec Anaïk Frank, mais avec un aquarelliste, sans caméra, sans appareil photo, juste avec le désir d'aller m'imprégner dans ces lieux que je connaissais très bien, mais que je connais plus tellement parce que je vis plus exactement au même endroit. Et en même temps, je me donnais la liberté de traverser des frontières, d'aller beaucoup plus loin que ce monde connu et d'aller justement arpenter la banlieue sud que je connaissais pas du tout, en me laissant traverser par les rencontres, par les lieux, par les gens, par les histoires, sans avoir aucun a priori, sans avoir aucune idée, sans avoir aucun programme. Et donc j'ai fait ça pendant un mois et c'est à partir de cette première randonnée, on va dire, que j'ai construit le film et que j'ai su que j'avais envie de retourner voir Ismaël, que j'avais rencontré un soir comme ça d'été sous le pont de la 86 où il vivait avec une communauté d'hommes sans papier. Comme lui, j'ai su que j'avais envie d'assister à une des tournées de ma sœur, qui est infirmière depuis une trentaine d'années, mais j'avais jamais assisté à l'une de ces tournées. Et dans le cadre de ce repérage, j'ai été avec elle pendant 2-3 jours, et les gens, les situations que j'ai découvert avec elle étaient complètement inconnues, alors qu'elle est à Drancy et que nous on habitait à Aulnay-sous-Bois. Enfin, donc voilà, j'ai précisé quelque chose du désir de ce film qui n'a cessé finalement de s'affiner tout au long du travail de montage. Et ce faisant, les gens ne sont jamais nommés, les lieux ne sont jamais nommés non plus, c'est-à-dire que vous nous guidez, Alice Diop, mais aussi vous nous perdez à travers ces images. Reprendre le dispositif fait il y a 30 ans par l'écrivain François Maspero, tel qu'il l'a pensé, réalisé. Il est mort en 2015, vous l'avez rencontré ? Non, malheureusement non. Si vous l'aviez rencontré, il y a une question pour vous que ce livre laisse entière, à laquelle il n'aurait pas répondu et que vous auriez souhaité lui poser ? En fait, ce qui m'a donné envie de faire ce voyage, c'est précisément la postface de ce livre, où en fait, il raconte qu'après la publication de ce livre a été un énorme succès en 1989, quand il a été publié pour la première fois. Il a reçu énormément de témoignages de gens qui lui racontaient leur propre expérience subjective de la ligne. Et il disait, mais en fait, moi, je ne pourrais pas répondre à tout. Et en fait, il faudrait d'autres voyages pour, d'une certaine manière, clôturer cette question et toutes les questions que le livre soulève. Et c'était comme une invitation, finalement, à emprunter ses pas et quelque part à raconter, en fait, cette ligne du point de vue de l'histoire qui est la mienne, ce qui est d'être une femme née dans le nord de cette ligne, alors que lui est né dans le sud, et qui est la descendante d'une histoire de l'immigration, en fait. Je trouve que... Voilà, je pense qu'il y a d'autres... Dans 30 ans, on pourrait refaire la même ligne, enfin, le même voyage, le même trajet, en continuant à interroger, d'une certaine manière... tout ce dont parle le livre, quoi. Et en continuant à raconter la même histoire, tout en rajoutant des couches, strates, exactement, des couches. Ouais. Exactement. En quoi ce livre a fait date pour vous ? On va écouter d'abord les mots de François Maspero, l'auteur donc des Passagers du Roissy Express, publié en 89-90, accompagné des photos d'Anaïk Franz. On l'écoute. Les passagers, c'est pas forcément nous, hein, c'est tout le monde, tous les gens qui montent, qui descendent, ou qui se retrouvent, qui reforment des familles chaque jour. Les gens parlent beaucoup quand... et ils ne vous demandent pas qui vous êtes. Il suffit d'écouter, il suffit de pas presser les gens de questions et ça vient tout seul. Parce que quelquefois même ça vous submerge. Et ce qui est formidable, c'est la conjonction de l'histoire telle qu'elle jaillit quand on gratte un peu, du sol, hein, de la plaine de France. C'est fantastique, c'est complètement jonché d'histoire, de toutes les batailles, des siècles et des siècles, et puis la conjonction de cette histoire, et puis la conjonction de l'histoire des gens qui viennent de très loin, qui parlent de ce très loin, mais qui parlent de ce très loin dont ils viennent, mais qui sont quand même maintenant de là. Hein. Que ce soit la première ou la deuxième génération d'immigrés, ou la troisième. Bon. Les gens sont avant tout maintenant d'Aulnay, d'Aubervilliers.
Voilà, il était au micro de France Culture du jour au lendemain. En 1990, François Maspero, ses passagers, ce n'est pas forcément nous. Les gens parlent beaucoup et ils ne demandent pas qui vous êtes. Alors vous aussi, vous ne leur avez pas demandé finalement plus que ça qui ils sont, mais juste de raconter les histoires qu'ils avaient envie de raconter. C'est intéressant cette idée qu'il évoque à la fois de l'histoire, de la grande histoire qui s'ancre dans le territoire et de toutes ces histoires qui viennent aussi faire cette grande histoire. Exactement. C'est marrant que vous utilisiez cette archive-là parce que c'était précisément pendant très longtemps, pendant beaucoup de versions de montage, mon film commençait par les mots de Maspero et par cette émission-là. Et en fait, j'ai accepté de faire mon propre film et mon propre voyage quand, d'une certaine manière, j'ai fait de ces propos l'intention du film sans qu'il ait besoin de le dire au début. C'est-à-dire que je me suis débarrassée, entre guillemets, de la figure tutélaire de Maspero pour accepter mon propre dans mon propre film, et c'était précisément mu par ces questions-là, c'est-à-dire l'idée d'aller récolter au présent la mémoire et les traces de vie de gens qu'on a très peu racontées, et d'une certaine manière leur offrir le cinéma pour que ces traces puissent être inscrites quelque part et qu'elles ne disparaissent pas. Je crois que c'est vraiment l'intention principale de mon film, et ce désir, cette nécessité, cette obsession-là de raconter la vie de ces gens qu'on n'a pas regardés. Elle part bien entendu de mon histoire familiale, elle part du peu d'archives qui me restent de mes parents, de ces films familiaux que j'ai accepté de mettre dans le film, qui sont, je crois, la source et de ce film et même de mon désir d'être devenue cinéaste. Je pense que je suis devenue cinéaste précisément pour réparer l'absence de traces qu'il me reste de l'existence de mes parents, en fait. Vous vous débarrassez de la figure tutélaire de François Maspero, mais vous la remplacez par une autre figure tutélaire qui est la vôtre et qui est celle de votre père, à qui vous donnez et vous redonnez vraiment de la voix dans ce film. Il est presque la figure originelle, on a l'impression, aussi de votre propos, de votre histoire, et elle se croise. Et François Maspero, il l'aurait écouté, votre père, il lui aurait posé les mêmes questions et il aurait fait partie de tous ces visages et de toutes ces voix qu'il retranscrivait, qu'il documentait aussi ses vies dans son livre Les Passagers du Roissy Express. Faire une place à votre père, ça a été une évidence, ça a été votre manière aussi à vous de dire, moi je viens de là, de ce là avant tout. Ça a été une évidence, et je dirais même que c'est à la source de mon devenir de cinéaste, c'est-à-dire que je suis devenue cinéaste. D'ailleurs, les images que j'utilise dans le film sont les images de mon premier film. En fait, c'est mes premières balbutiements, c'est les premiers brouillons, c'est mes premières esquisses de cinéaste. Et c'était précisément ça, c'est-à-dire d'aller le filmer lui, de lui demander de nous raconter sa vie, ce que je n'aurais jamais osé faire si je n'avais pas une caméra face à lui, en fait. Et lui qui me dit, mais je n'ai rien à raconter, c'est-à-dire que c'est toute l'histoire, non pas de mes parents, mais c'est toute l'histoire de tous les parents de mes amis, c'est toute l'histoire d'une bonne partie des gens immigrés en France qui considèrent que leur histoire n'est pas légitime, qu'ils n'ont pas droit au récit. Et moi, j'ai grandi avec cette fausse idée-là, et en fait, je crois que tous mes films, je tente de réparer cette fausse idée et de considérer que l'histoire de mon père, elle fait partie de l'histoire de France, c'est pas qu'une histoire à moi. Et du coup, placer mon père dans ce film, c'est de faire de mes archives intimes quelque chose de beaucoup plus grand que moi, c'est quelque chose de politique, c'est-à-dire que ces voix, ces récits, ces visages sont encore manquent finalement à la connaissance qu'on a de nous-mêmes, de la connaissance qu'on a de qu'est-ce que c'est que d'être français, de qu'est-ce que c'est que la France. Et j'ai l'impression que donner place dans mon film à mon père, c'est une manière de compléter en fait une histoire française, en fait. C'est de le rajouter, d'additionner sa vie à une histoire collective. C'est un très bel homme, et c'est touchant aussi la manière dont il ne regarde pas la caméra, dont il baisse le regard. Au début, avant de vous regarder vraiment dans vos yeux à vous, qui sont celui de cette caméra que vous tournez vers lui pour l'écouter. Et en même temps, il se raconte, en fait. Il ne fuit pas, il n'échappe pas à l'exercice, il accepte de se livrer, on l'écoute. Alors ça, c'est quoi comme papier que... C'est mon billet. T'as retrouvé ton billet? Oui, mon billet de bateau, en Serville. Ce pays en Serville, avant, c'était des bateaux. On n'a fait pas les moyens de prendre un avion. C'était trop cher. Je suis venu par bateau. Le 17/3/66. Et voilà. Et c'est quoi les boulots que tu as fait au début? Ah, mais je fais pas mal de choses. Depuis que je suis en France, je n'ai jamais sommé. Depuis 66, sous ma retraite, je n'ai jamais sommé.
Et c'est quoi le bilan que tu tires de ces 40 années que tu as passées ici C'est positif, c'est sûr. Oui, c'est un bilan positif. Mes enfants, ils sont nés ici, j'ai élevé mes enfants ici, j'ai acheté une maison. Et ça, c'est positif pour toi? Ah oui, ah oui. Ah oui. Et ça, c'est positif pour toi? Vous semblez surprise à ce moment-là, au moment où vous tournez ce témoignage, vous l'enregistrez, par sa réponse? Oui, parce que résumer une histoire de rupture aussi, parce qu'une histoire d'immigration, c'est aussi une histoire d'exil, c'est aussi une histoire de rupture, c'est aussi l'histoire de tout ce qu'on a laissé derrière soi. Et de résumer en fait cette douleur-là, dont je sais très bien qu'il portait aussi, même s'il ne la racontait jamais, même s'il ne nous la disait pas. Je suis la fille quelque part d'un exilé, donc je porte aussi en moi cette histoire de manque et cette histoire de rupture, et de résumer ça à une maison, c'est à la fois extrêmement beau, parce qu'effectivement il nous a vraiment légué cette maison, et donc il nous a légué un ancrage, et que grâce à ce qu'il a construit, grâce à sa vie, il a pu nous transmettre quelque chose, et pour lui c'était fondamental, c'était hyper important, mais pour moi c'est presque trop petit au regard de tout ce qui a été sa vie, et de tout ce à quoi il a renoncé pour nous donner l'opportunité, nous, de naître ici et d'avoir une vie totalement différente de celle qu'on aurait eue si on était resté au Sénégal. Donc c'est à la fois énorme et très petit, en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement. Qu'est-ce qu'il vous a transmis d'autre, Alice Diop? Qu'est-ce qu'il vous a transmis d'essentiel, à vos yeux? Beaucoup de choses. Mais je crois qu'il m'a transmis le poids de la responsabilité de la vie qu'il a eue. Et ce poids de cette responsabilité, c'est ce qui m'enjoint, moi, en tant que cinéaste, à regarder, en fait, à donner une vie, à donner une existence à tous ces gens. C'est comme si c'était ma mission. C'est-à-dire qu'effectivement, mon père, je peux dire qu'il est mort de la France. Il est mort, il a une vie extrêmement difficile. Il est mort d'une maladie chronique qu'il a contractée parce qu'il était ouvrier dans l'automobile, et il a inhalé des vapeurs toxiques toute sa vie. Donc, il est mort très jeune, à 70 ans. Et l'expérience de vie des ouvriers comme mon père est extrêmement réduite. Et d'une certaine manière, c'est cette vie extrêmement difficile qu'il a eue. Il l'a eu pour que mes sœurs et moi, nous puissions, en fait, avoir quelque chose d'avoir des possibilités que lui n'a pas eues. Et porter le poids de cette responsabilité, c'est quelque chose qui est à la fois qui est pas évident à porter. Et en fait, j'ai l'impression que les films que je fais, et ce film-là en particulier, et tous les films d'avant, je les ai faits avec cette conscience-là et cette responsabilité-là de dire, c'est important pour moi que ces gens soient connus, que ces gens soient sus, que ces gens ne soient plus silencés, qu'ils soient dits, et que voilà, ce qu'ils m'ont donné à moi et ce qu'ils ont donné aussi à ce pays, parce que je pense que mon père a participé à l'agrandissement de la société française à son endroit, et c'est important que ce soit dit, en fait. Pour moi, c'est important de laisser une trace. C'est important d'archiver ces vies. Exactement. D'en faire des archives vivantes aussi, pour que cette mémoire-là, elle se raconte aussi au présent. Exactement. Ce que vous faites à travers votre film. Ne disparaissent pas, ouais. Ouais. Les gares du RERB, les villes ou les quartiers que vous traversez, on l'évoquait, ils ne sont jamais cités, pas plus que les gens que vous rencontrez. En tout cas, on n'a pas les noms entiers, leur identité, elle apparaît à travers leur récit, à travers ces tranches de vie qu'ils vont vous livrer. Ne pas géolocaliser ces situations. Pourquoi? Est-ce que vous aviez envie aussi, à travers ça, de rendre, et ça fonctionne si c'est le cas, tous ces témoignages universels? Oui, exactement. C'est-à-dire que, pareil, ça aussi, ça a été un processus d'écriture, de nous détacher de la géographie concrète des lieux. Parce que je crois fondamentalement que ce que le film interroge, au-delà d'une représentation de la banlieue, et ça, on pourra y revenir, parce que le film porte aussi cette intention-là de revisiter, en fait, l'imaginaire dominant qu'on a sur la banlieue. C'est-à-dire que la banlieue, c'est pas que la banlieue qui brûle, c'est pas que des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes de violence. La banlieue, c'est aussi la regarder dans sa banalité, dans son ordinaire, c'est aussi faire quelque chose de politique, en fait, parce qu'on ne la regarde jamais comme ça.
Et ça, pour moi, c'était hyper important de documenter, en fait, en tout cas en documentant de cette manière-là ces gens, ces territoires-là, de m'interroger sur la production de ces images dominantes. Ça, c'était vraiment quelque chose de fondamental. Mais au-delà de la banlieue, c'était aussi, et c'est pour ça que le film porte le titre « Nous », c'est presque, nous, c'est le projet, en fait. Et c'est d'interroger plus largement qu'est-ce qui fonde une société, qu'est-ce qui fonde la société française et qu'est-ce qui fonde, au-delà même de la société française, les sociétés contemporaines, européennes, occidentales, c'est-à-dire des sociétés qui se créolisent, qui s'hybrident, qui se métissent. Et en fait, le film, d'une certaine manière, il tente, dans un endroit très précis qui est cette ligne-là qui va du nord au sud, de questionner plus largement la construction contemporaine des sociétés européennes. Et en ça, le parcours du film à l'étranger, le prix à Berlin, la sélection à Berlin et tous les endroits où je le présente depuis un an me rassurent sur cette question-là. C'est-à-dire que de Tchécoslovaquie, en Italie, en Angleterre, où le film a été diffusé, aux États-Unis. C'est le chemin naturel des sociétés. C'est comme ça que c'est exactement fort. Et en fait, c'est comme ça. Et en fait, le film est utilisé pour questionner à l'intérieur de tous ces pays-là leur propre société. Et ça a été quelque chose de très important pour moi. Vous le dites à un moment dans votre voix, on le disait, ils ne sont pas nommés les personnes, les héros de ce film, mais il s'agit aussi de ne pas se déclarer, comme s'il fallait se désassigner en fait de ces identités auxquelles on nous renvoie en permanence. D'ailleurs, aucun des personnages choisis ne l'a été parce qu'il serait le représentant d'une catégorie sociale. J'ai vraiment mis de côté. Comment vous avez choisi vos situations et vos personnages ? C'est intéressant. Par désir, par intuition, par envie, par rencontre. Ismaël, voilà, c'est pas que le sans-papier. La manière dont il est filmé, c'est le soin que le film prend à passer du temps à le regarder. C'est aussi une manière de le voir comme un homme et ne pas l'enfermer dans son statut de sans-papier de pouvoir questionner, de travailler à travers lui la part d'universel qu'il peut y avoir dans son histoire. Et c'est en travaillant cette part d'universel qu'il y a dans l'histoire d'Ismaël que, d'une certaine façon, il est plus proche de nous et qu'on peut s'identifier à lui. Et en fait, le film, tous ces fragments, je les ai construits de cette manière pour faire en sorte que chacune des histoires, que chacun des personnages puisse questionner quelque chose d'universel qui nous interroge sur notre propre vie et du coup qui nous les rende plus près. Pour moi, ça a été quelque chose, y compris avec des gens qui sont très très éloignés et sociologiquement et politiquement de moi. J'ai procédé de la même démarche. Et vous ne les jugez pas. C'est ce qu'on va entendre à travers une série d'extraits qu'on vous propose d'écouter. Ce possible nous, cette idée d'assembler plutôt que de séparer, cette France, c'est tout ça, toutes ces strates d'histoire réunies de la monarchie au camp de Drancy, semble dire aussi les drapeaux que ces deux hommes hissent dans le film et que vous avez repris cette image pour l'affiche de ce nous, à voir dès aujourd'hui sur arte.tv, Alice Diop, et la semaine prochaine à partir de 22h30, le mercredi sur Arte tout court. On peut mettre donc côte à côte deux extraits pour commencer. L'histoire de cette femme bretonne mariée avec un Italien qui lui a sauvé la vie. Votre sœur infirmière que vous suivez pendant un temps du documentaire lui rend visite. Un jour, comme j'étais dans le désespoir un petit peu, j'ai failli me noyer. Failli vous noyer je voulais. Voilà, c'est ça. Et il m'a rattrapé par les épaules au moment où j'allais me jeter du pont dans la Seine. Et puis après, tous les soirs, il me raccompagnait où je dormais. Pour être sûr que vous n'aviez pas... Pour que il soit sûr que j'étais bien arrivée. Ben c'est bien. Et on ne se fréquentait pas pourtant à ce moment-là, mais il me raccompagnait. Qu'est-ce que vous entendez là dans ce témoignage, Alice Diop ? Ça, c'est une histoire aussi de l'immigration et c'est assez frappant quand votre sœur lui fait raconter cette relation qu'elle avait avec ce jeune homme qui est devenu son mari, qui était italien, arrivé en France et qui ne lui payait pas ses cafés quand ils se voyaient parce qu'il devait envoyer en fait l'argent qu'il gagnait à la famille restée en Italie. J'entends quelque chose que j'ai connu moi avec mes propres parents en fait. C'est ça...
C'est ça que j'ai trouvé assez beau et assez drôle dans cette histoire-là. C'est qu'une histoire de l'immigration remplace une autre, qui remplace une autre, qui remplace une autre. Et c'est une succession ininterrompue de gens, de mémoires, d'histoires qui va arriver et qui va nourrir cette histoire-là. Et, enfin, c'est de la même manière qu'Ismaël, aujourd'hui, enfin, raconte quelque chose de mon père. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez commun entre l'histoire, enfin d'assez commun. L'histoire d'Ismaël révèle tout ce que nous avons perdu, c'est-à-dire que mon père, quand il arrive en 66, dans la même situation qu'Ismaël, 20 ans après, il est totalement intégré, il a des enfants qui peuvent aller à l'école, qui deviennent français, etc. Ce que Ismaël... Ismaël, c'est le garagiste? Le garagiste, oui, le mécanicien. Vous voulez qu'on l'écoute? Et comme ça, effectivement, on comprend. Il est garagiste, il est malien, il est sous le capot de la voiture. Et ça fait 22 ans qu'il est en France et il vit toujours sous un pont, là où je pense que 20 ans après son arrivée, les possibilités qui étaient offertes à mon père il y a 20 ans n'étaient pas du tout les mêmes. Et là, il est au téléphone avec sa mère, restée au bled. C'est ma mère. C'est ta mère? Ouais, au bled. Elle va bien? Ouais, elle va bien. Il m'a dit je le manquais, c'est pour cela il faut... Parce qu'il n'a pas de bon téléphone, il ne peut pas m'appeler. Donc j'ai un petit neveu là. C'est lui qui m'appelle. Dès qu'il est à côté, il m'appelle sur le WhatsApp où il me donne. Elle est où ta mère là? Elle est au bled, à côté de Bamako. Depuis quand t'es pas rentré au Mali? Depuis 2000. 2001. Du coup, t'es jamais rentré? 2001 jusqu'à présent, je ne suis pas vu elle. Voilà, il est là depuis 2001. Il n'est jamais retourné au pays depuis. Et puis lui aussi, il envoie l'argent à la famille pour payer le téléphone portable et tous les biens, évidemment, tout ce qui est nécessaire au quotidien de sa famille, resté au Mali, près de Bamako. 40 ans après, 50 ans après, on pourrait dire, après cette retraitée bretonne qui racontait, elle, sa jeunesse, l'histoire se répète, en fait. L'histoire se répète et en même temps, la situation d'Ismaël, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, et la situation de mon père ou de cette femme bretonne, raconte ce que nous avons perdu aussi en termes d'hospitalité, en termes de possibilités offertes à un homme qui décide comme ça de transformer sa vie, de venir s'installer dans un pays, de travailler. Ismaël, c'est très saisissant pour ça, quoi. 22 ans à vivre sous un pont, sans avoir aucune possibilité d'avoir des papiers, alors que c'est deux scènes, c'est-à-dire mon père, cette femme bretonne et Ismaël racontent aussi en creux une forme d'échec, ou en tout cas une aggravation, en tout cas, de l'accueil et de la possibilité faite à ces gens venus d'ailleurs. Vous êtes allé voir aussi d'autres habitants de cette région parisienne que vous avez raconté, montré, fait témoigner. Et vous le disiez, c'est aussi peut-être des personnes ou des personnages dont vous êtes moins proches au quotidien. Alors, il y a cette partie de Chasse-à-Cour qui est étonnante. Il y a aussi cette messe que vous avez suivie, qui rassemble des paroissiens. Est-ce que vous voulez peut-être, avant qu'on écoute un extrait, nous situer, nous aider un peu? Alors oui, parce que là, on n'a pas l'image. C'est la messe du 21 janvier qui commémore chaque année depuis 230 ans la mort de Louis XVI. Et c'est Louis XVI qui est enterré donc à la basilique de Saint-Denis. Cette scène a lieu tous les 21 janvier à Saint-Denis. Au nom de la très sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui, 25e jour de décembre 1792, moi, Louis XVI du nom, roi de France, étant depuis plus de 4 mois enfermé avec ma famille dans la tour du Temple à Paris par ceux qui étaient mes sujets, je déclare ici mes dernières volontés et mes sentiments. Quelle France vous avez vue dans cette situation-là, en assistant à cette messe-là? Une France à la fois qui est très 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 loin de moi, une France que je connais très bien aussi. Enfin, mais moi, plus que cette scène, en fait, cette scène pour moi, elle a une signification quand on la pense à l'aune de la séquence qui suit, c'est-à-dire la séquence de mon père justement dont on a parlé tout à l'heure. Et bon, il y a une fascination, il y a un exotisme pour moi d'assister à une scène. Pour moi, c'est à une scène comme ça de gens qui se réunissent chaque année pour célébrer la mort de Louis XVI. Il y a quelque chose d'assez sidérant, d'assez exotique et de très curieux même. Et voilà, j'ai pas du tout eu le moindre jugement sur eux. Je les ai traités de la même manière que tous les autres. Mais par contre, ce que cette scène me permet de dire et de faire dans le film, c'est d'affirmer qu'il n'y a pas, en tout cas pour moi, de hiérarchie
dans les mémoires. Il n'y a pas une mémoire légitime et qui ne le serait pas. Pour moi, la mémoire d'un roi, la mémoire de mon père, le visage de mon père est aussi important à raconter, est aussi important. Je fais trace de ce visage et de sa présence de la même manière que Louis XVI, d'une certaine manière, dont on fait trace et dont on célèbre. Donc pour moi, c'est ça que ces scènes-là, et c'est que la juxtaposition de ces mondes très, très, très différents tente de dire dans le film, c'est que le nous, en fait, la France, c'est tout ça, en fait. C'est catholique, intégriste, c'est l'histoire de France, c'est des jeunes de la commune, des jeunes immigrés qui arrivent et sont arrivés il y a 40 ans. C'est cette histoire ouvrière italienne qui n'a pas été racontée. Pour moi, vraiment, c'est l'addition de tout ça. Et je ne veux pas choisir, je ne veux pas hiérarchiser. Chacun a sa place. Oui, c'est aussi des gamins qui jouent au foot sur un terrain vague. C'est des jeunes filles qui racontent leurs rêves et qui échangent, qui discutent, qui tchatchent. Réunis tout ça, tous ces personnages, toutes ces histoires, elles forment un tout, un nous. Et on le rappelle, vous n'avez pas cherché à les opposer. Pour ce faire, votre caméra ne juge pas, elle observe, elle écoute. Et vous le dites aussi, nous ne signifie pas les miens, tous ceux qui sont pareils que moi, mais tous ceux qui pourront être le jeu de ce nous, l'endosser, le reprendre à leur compte, en éprouver la force. Alors là, il faut quand même que je signifie que ce ne sont pas mes mots, mais que c'est des mots que j'ai empruntés à un très très beau livre de Marielle Massé qui s'appelle Nos cabanes, et que j'ai mis, effectivement, qui m'a permis de formuler précisément ce que le film traversait, en fait. Il y a aussi les mots de Pierre Bergogneau que vous reprenez, ou en tout cas auxquels vous adhérez, et vous l'avez rencontré dans sa maison à lui, à Gif-sur-Yvette. Il est aussi sur ce parcours du RERB que vous avez suivi. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Qu'est-ce qui vous a touché dans ses livres à lui? Si ce n'est aussi ce projet que vous avez suivi, qui est le même que celui de Maspero, de donner la parole aux personnes de conditions modestes, à ces vies minuscules, comme on le dit Exactement. souvent. En fait, moi, je pense que l'importance de Pierre Bergogneau dans mon film, c'est que c'est grâce à lui, grâce à ses ouvrages et grâce à son projet littéraire que j'ai pu mieux formuler, mieux comprendre ce que j'étais en train de fabriquer moi en cinéma depuis 20 ans, c'est-à-dire son désir de raconter ces petites vies en fait qui n'ont pas été racontées précède de la même envie de raconter son enfance qui a disparu parce que personne ne l'a raconté. Et voilà ce qu'il fait en littérature à travers ses livres comme Miette. C'est pour moi c'était une démarche très très sœur de la mienne et partager, en fait, lui donner l'espace dans mon film et partager ce cadre avec lui, c'était aussi une manière de faire un nous avec lui. Parce que là, c'est la première fois où on me voit physiquement dans le cadre avec Pierre Bergogneau. Donc, c'était une manière de matérialiser ce nous et d'une certaine manière de révéler aussi ce que le film dit en creux. C'est tout l'entretien que j'ai avec lui raconte en creux toute la démarche du film. Et pour moi, c'était très important qu'elle puisse être énoncée. Contre le eux et le nous, ces deux France qu'on opposait au moment des émeutes de Clichy-sous-Bois en 2005, la mort de ces deux adolescents, Zied et Bouna, dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois, a marqué aussi le début de votre parcours, vous, de cinéaste, avec, en 2006, un an après, ce film Clichy pour l'exemple. Voilà, qu'est-ce qui a changé depuis? Le fait que votre cinéma, le cinéma, s'intéresse à ces vies invisibles et que, comme vous le dites si bien, un cinéma, celui que vous défendez, il y a aujourd'hui ce cinéma qui prend soin de ceux qu'il filme. Alice Diop, merci beaucoup d'être venue autour de cette grande table. Votre film est à voir dès aujourd'hui sur arte.tv. Il sera visible sur Arte tout court, mercredi prochain à 22h50. Il s'appelle Nous et vous en êtes l'auteur. Merci à vous. Merci beaucoup.